Excellent après-midi à toutes et à tous et bienvenue à cette grande édition du journal à langue française. Vous êtes en compagnie de Patrick Nil et d'indiquer tout de suite l'essentiel de l'actualité. Le Rwanda n'est pas contre la liberté des cultes comme certaines personnes à l'extérieur du pays, mais souhaite que le culte ne soit pas utilisé comme un raccourci par certains prédicateurs véreux qui veulent s'enrichir aux dépens de ceux qui leur prêtent une oreille attentive. Le président de la République, Paul Kagame, est revenu ce dimanche à l'occasion de la prière d'action de grâce au Seigneur sur la fermeture de certains lieux de culte qui ne sont pas conformes aux exigences et a fait observer que le gouvernement du Rwanda envisage la tolérance zéro à quiconque œuvrera de manière contraire aux directives du pays en prétextant sa croyance. Les détails avec Kassim Youssouf. Le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir que la convergence de la croyance, de la politique et de la culture a fait que le Rwanda réalise le progrès qu'on observe aujourd'hui, 30 ans après que se poursuive le processus de sa reconstruction à partir de rien, suite au génocide perpétré contre les Tutsis qu'il a laissé complètement démunis. Et tous ces trois éléments ont favorisé notre reconstruction. Ils ont consolidé le Rwanda qui était quasiment détruit. Que le Rwanda revienne de ses cendres et puisse exister et que nous ayons réalisé le progrès qu'on observe actuellement, c'est grâce à ces trois éléments que nous avons mis ensemble. Et je suis convaincu que là où nous sommes, si c'est excellent, la manière par laquelle nous les avons traités ensemble était donc excellente. À propos de la croyance, le président de la République, Paul Kagame, a fait savoir que sont venus des gens portant la casquette de la croyance œuvrant de manière contraire aux directives du pays en spoliant les biens des citoyens et en leur donnant des enseignements qui ne conviennent pas parce que leur objectif est de se remplir seulement les poches. On peut y voir de bénéfices financiers, mais il y a autre chose qu'on ne parvient pas à comprendre. Si on y trouve du gain en nature. Vous vous imaginez que vous vous adressez aux gens et vous leur dites de venir à vous et qu'ils adoptent vos enseignements parce que Dieu m'est apparu et m'a révélé des choses futures et que vous montiez les arbres jusque dans les hauteurs parce qu'ainsi vous êtes proche de Dieu. Je n'invente rien, je parle de ce qui existe réellement, ce qui est en vous et que vous devriez savoir ou combattre. D'autres amènent les gens dans les cavernes et qu'ils vont atteindre la zone où il y a peu d'oxygène. C'est dire que vous avez atteint une autre dimension. C'est vrai, et ces choses sont faites sur des centaines, voire des milliers de personnes, un peu partout dans le pays, que vous dirigez, que vous soyez du secteur religieux ou public. Concernant toutes ces pratiques inconvenables qu'on observe dans des confessions religieuses, le président de la République, Paul Kagame, a déclaré que le gouvernement du Rwanda ne va jamais tolérer qu'elles se produisent et qu'il est prêt à faire face à quiconque va à l'encontre de la voie que le Rwanda a entreprise. Vous avez donné l'impression comme si le Rwanda s'est levé pour combattre la croyance, les confessions religieuses, des choses qui sont écrites. Et si vous le faites en croyant que vous faites peur à quelqu'un et que vous l'intimidez, je vous assure que rien du tout. Vous le savez bien et allez-y doucement. Allez-y calmement et faites des choses qui conviennent, bien connues, des choses que des gens honnêtes font, que fait un pays qui cherche à se consolider. Et je vous dis que vous ne pouvez pas
à transformer la société rwandaise en quelque chose que vous malmenez. Nous l'avons été pendant longtemps et nous n'en voulons plus jamais. Les Rwandais ont été assez malmenés. Ce qui s'est passé dans d'autres pays qui ressemblent à cela ou qui sont pires, ça leur concerne et je n'en veux pas ici. Laissez cela à cela à qui ça appartient, vous me comprenez bien. Si vous voulez qu'on se fasse face dans cela, préparez-vous et moi je suis déjà prêt. Certains responsables des confessions religieuses au Rwanda indiquent que le message et les recommandations du président de la République, Paul Kagame, à ce propos constituent une bonne ligne directrice dans la résolution des problèmes qu'on trouve dans ce domaine. Justice à présent, alors que s'ouvre à Paris début octobre prochain, le procès du médecin rwandais Jean Rwamucyo, accusé de génocide perpétré contre les Tutsis. De plus en plus de voix déplorent l'attitude de la communauté internationale qui ne fait pas assez pour prévenir les crimes graves comme le génocide. Le point avec Jean-Damascène Manchim. 17 et 11 octobre prochain, le franco-camerounais Charles Onana comparaîtra à Paris pour négationnisme du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda. Si 30 ans après les faits, des poches de négationnistes s'observent encore dans le monde, cela démontre combien beaucoup reste à faire pour rendre plus une réalité le plus jamais ça, décrétée après l'Holocauste, de l'avis de certains observateurs. C'est ce qu'a déploré à plusieurs reprises le président de la République du Rwanda, Paul Kagame, qui regrette aussi cette attitude de certains pays de la communauté internationale, qui semblent n'avoir rien appris du génocide commis contre les Tutsis au Rwanda il y a de cela 30 ans. To this day, perpetrators and their supporters are attempting to... Ces derniers jours, ceux qui l'ont perpétré et leurs collaborateurs tentent de réécrire notre histoire. Et avec les réseaux sociaux, cela devient pire. Au niveau mondial, nous assistons de plus en plus à la radicalisation et à l'extrémisme. Et parfois, les pays puissants, de façon délibérée, préfèrent ne rien faire. Bien sûr, il y a beaucoup de discours sur les droits de la personne et bien d'autres. Ce qui nous est arrivé peut arriver à n'importe qui. Nous ne devrions pas prendre pour acquis notre responsabilité pour nous assurer que le plus jamais ça n'est pas un slogan creux. We shouldn't take for granted our responsibility to ensure never again is not an empty slogan. Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain français, regrette que le racisme qui engendre le génocide s'observe encore aujourd'hui. Nous avons envoyé des messages aussi forts que possible. Jean-Pierre Chrétien l'a fait aussi et d'autres. Pourquoi ces messages n'ont pas été entendus? Pourquoi les appels désespérés de Jean Carbonard n'ont pas été entendus? Pourquoi les alertes du général Varret n'ont pas été entendues? Pourquoi les alertes du colonel Galinier, qui disait que l'armée et la gendarmerie rwandaise voulaient exterminer les Tutsis, n'ont pas été entendues? Ils n'ont pas été entendus parce qu'on ne voulait pas les entendre. Et on ne voulait pas les entendre par un mélange d'indifférence et de racisme. Le racisme, c'est la clé d'une très grande partie de la tragédie. Le racisme n'a pas toujours besoin d'ordre. Le racisme, c'est l'idéologie pour les nuls. C'est pourquoi cette idéologie a autant de succès depuis le milieu du XVIe siècle. Même si beaucoup a été réalisé notamment dans la poursuite des suspects génocidaires qui avaient fui le Rwanda, l'écrivain Daniel Escornet estime que la communauté internationale devrait aller plus loin pour protéger le monde contre des tragédies similaires au génocide perpétré contre les Tutsis. Je pense que cette communauté internationale doit faire un nouveau pas, et ce nouveau pas, c'est certainement la prévention des processus génocidaires. Il faudrait qu'en cas de processus génocidaire, l'ONU ne puisse, aucun État membre du Conseil de sécurité ne puisse imposer son droit de veto, ne puisse bloquer l'intervention internationale comme cela a eu lieu dans tous les génocides. Ce serait un premier pas au moment où le droit international s'effondre
et où il faut redonner un sens à ce droit international. Puisque c'est le seul crime de masse qu'on peut prévenir. Les crimes de guerre sont tout à fait terribles et les victimes souffrent autant, mais le génocide qui vise un groupe humain en tant que tel se prépare longuement et donc on a aujourd'hui toutes les connaissances pour prévenir et c'est le premier pas de paix qu'on pourrait faire ensemble. Je pense qu'il apporte des connaissances nouvelles pour traiter ces cas de massacres de masse qui actuellement se développent sur toute la planète. La passivité persistante de la communauté internationale face aux crimes de masse que le monde vit encore aujourd'hui, c'est ce que déplore également ce journaliste rwandais passionné pour la justice. Après la Shoah, on se disait, voilà, il n'y aura plus de génocide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un génocide au Rwanda et que non seulement la communauté internationale observait tout ça, assistait à tout ça, mais elle était là comme acteur. Mais, alors on se pose la question maintenant. Si ceux qui ont perpétré le génocide ont passé la frontière Rwanda-Zaïre avec leurs armes, ont exporté le génocide sur le sol zaïrois, aujourd'hui congolais, et qu'aujourd'hui, cette même idéologie a généré des actes de génocide qui est en train maintenant de se perpétrer, de se faire. Peut-être pas encore à grande échelle, mais au regard des gens qui ont fui les massacres, au regard des gens qui sont en train d'être brûlés vifs, au regard de ce que montrent les médias sociaux et les médias internationaux, on se demande que fait par exemple la SADC? Où est la France? Où sont les États-Unis? Où sont les grandes puissances dans tout cela pour venir et dire, voilà, le génocide, partout où ça s'est passé, ça commence par là, et si on n'arrête pas, ça va arriver à un vrai génocide consommé. Et 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, le Rwanda se félicite d'avoir éradiqué la culture de l'impunité et salue la coopération de certains pays dans ce combat, même si plusieurs suspects restent encore libres de leur mouvement aussi bien en Afrique qu'à loin de son continent. Toujours à propos du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, le ministère de l'Unité nationale et de l'engagement civique indique que beaucoup reste à faire pour relever les défis relatifs à la préservation de l'histoire du génocide contre les Tutsis. Le ministre Jean Damascène Bizimana exhorte aussi les Rwandais à conjuguer leurs efforts pour lutter contre les négationnismes du génocide qui se manifestent encore dans le monde. Les défis relatifs à la préservation de l'histoire du génocide sont d'une part le fait que nous avons des sites mémoriaux qui existent, notamment des mémoriaux qui sont placés au plan national, où on n'a pas suffisamment mis la documentation qu'il faut. Quand je parle de documentation, il s'agit de témoignages qui peuvent être utilisés sous forme audiovisuelle. Il y a des archives écrites et tout cela, tous ces documents ne sont pas disponibles pour être vus dans des sites mémoriaux. Il faut l'explication donnée par des guides de façon physique. Donc nous souhaitons que l'archivage, la documentation audiovisuelle soit dans un premier temps visible, accessible sur des sites mémoriaux placés au niveau national. Les négationnistes existeront toujours. C'est un phénomène qui va avec la planification et l'exécution du génocide lui-même. Parce que des personnes qui planifient l'extermination d'une partie de la population, ils planifient en même temps des techniques, des modalités de sa négation. Mais ce que nous faisons, c'est de documenter l'histoire. Documenter l'histoire par des faits évidents, des faits d'archives, des faits de témoignages, raison pour laquelle nous faisons toute une collecte de témoignages de personnes survivantes qui ont vécu le génocide perpétré contre les Tutsis.
Et nous travaillons aussi en collaboration avec des partenaires. Il y a des partenaires du secteur privé, il y a des partenaires des organisations non gouvernementales, comme Aegis Trust et autres, pour que ce partenariat puisse contribuer, accentuer, multiplier les efforts en vue de documenter l'histoire du génocide et la faire connaître. C'est surtout ça le premier élément, il faut documenter des faits. Parce que le génocide a été un processus politique abouti par sa mise en exécution. Donc il faut documenter les preuves sur sa planification, sur son long processus. Là, le ministère le fait. Et nous cherchons aussi des partenariats. Nous avons, par exemple, le partenariat avec le Mémorial de la Shoah, qui est une organisation juive qui a son siège à Paris, spécialisée dans la documentation du génocide des Juifs. Déjà à partir d'octobre, le mois prochain, une équipe technique du Mémorial de la Shoah viendra ici à Kigali, ici au ministère, pour travailler avec nos agents sur l'archivage des documents que nous collectons à travers le territoire national. Alors, le message à donner aux Rwandais, c'est que les Rwandais, sans aucune distinction, doivent comprendre que l'histoire du génocide commis contre les Tutsis regarde tout le monde. Elle fait partie de notre histoire, elle fait partie de notre vie, de notre vécu, que ce soit le vécu d'aujourd'hui et aussi le vécu futur. Donc il faut que les Rwandais visitent les sites mémoriaux afin qu'ils s'imprègnent de l'histoire qui a caractérisé les différentes régions du pays. Il y a des spécificités régionales. Un mémorial qui se trouve à Mibirizi, qui se trouve à Nyange, qui se trouve à Nyundo, n'a pas les mêmes éléments nécessairement que celui qui se trouve à Nyarubouye ou qui se trouve à Musanze ou ailleurs. Donc il faut que d'abord commencer par les citoyens dans les localités où ils habitent, dans les secteurs, dans les districts, dans les villages. Ils s'imprègnent à travers les sites mémoriaux, s'imprègnent de l'histoire qui a caractérisé ces régions-là. Cela leur permettra de pouvoir vivre ensemble, reconstruire la paix et l'unité nationale en se basant sur des cas concrets, des cas précis. Et comme ça, l'unité nationale va se fonder sur base d'éléments tangibles sans que ce ne soit pas une théorie ou être considéré comme une théorie qui n'est pas basée sur des faits, sur des faits locaux ou même sur des faits qui s'étendent sur le plan national. La suite de cette édition, nous changeons donc de registre, nous passons à l'agriculture. Les habitants qui pratiquent la culture du thé dans les hautes montagnes du district des Nyabihu saluent les efforts que le gouvernement a déployés dans la réforme de cette pratique parce que la culture du thé est devenue une source de développement pour ces populations. Kassim Souf nous fait les détails. C'est dans les hautes montagnes du secteur de Rambura où certains habitants du district de Nyabihu pratiquent la culture de thé, mais disent qu'en 1978, ils l'avaient délaissé parce qu'ils ne gagnaient presque rien. Le programme de réforme du secteur agricole en ce qui concerne la culture de thé mis en place après le génocide perpétré contre les Tutsis en vue d'accroître sa productivité et sa qualité a fait que beaucoup d'habitants du district de Nyabihu adoptent cette culture qui s'est fait en même temps que la collaboration avec l'usine de traitement de thé de Nyabihu qui a été la véritable solution de la production des agriculteurs. On a construit une usine de traitement de thé ici, tout près, et son Excellence, le président de la République, a dit que le citoyen devrait y avoir des parts et à la fin de chaque année, nous recevrons des dividendes. Nous avons une rétribution chaque année grâce à la production que nous fournissons. Le dividende est annuel et le bonus reçu dépend de la production obtenue. La première fois, on m'a donné 150 000 francs et 78 000 francs comme bonus. J'ai agrandi ma superficie agricole et je me suis acheté une vache qui a mis bas. En plus du traitement de la production des agriculteurs locaux, l'usine emploie chaque jour environ 4 000 personnes dont la plupart sont des jeunes. Chaque mois, environ 700 millions de francs rwandais sont distribués aux habitants pour qu'ils puissent améliorer leur bien-être socio-économique.
Nous, en tant que filles, nous effectuons ici, à l'usine, différents travaux, ce qui nous a empêchés de tomber dans la débauche, la consommation de drogue, et ça nous a honorés. Cela m'a permis d'acheter quelques hectares de bois. Je me suis inscrit à l'école et je suis en train de travailler pour avoir un permis de conduire. Et tout cela, c'est grâce à la culture de thé. Nous avons accès à différentes opportunités grâce à l'argent que nous gagnons ici. La direction générale de l'usine de Nyabihu pour la transformation de thé salue d'abord les efforts que le gouvernement a déployés dans la réforme de la culture de thé dans cette zone pour qu'elle puisse avoir la production à traiter, ce qui a permis à différents moments d'avoir avec le gouvernement des projets pour l'élargissement de la superficie de la culture de thé. La culture de thé a été introduite au Rwanda en 1951 et c'était pénible parce que ce qui la pratiquait n'était pas rassemblé en coopérative, ce qui la rendait improductive. L'on compte actuellement au Rwanda environ 21 coopératives et plus de 48 000 agriculteurs dont la production est en tête des exportations du Rwanda. Lors de l'exercice budgétaire 2022-2023, le Rwanda a exporté 39 8 978 tonnes de thé pour environ 107 milliards de francs rwandais. Nous arrivons donc au terme de cette édition. Au nom de toute l'équipe technique qui a été donc dirigée par Kyubahiro, nous vous remercions de votre aimable attention et vous fixons rendez-vous dans notre prochaine édition.